Bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Je vous l'avais promis et ça faisait quelques temps que ça me traînait dans la tête. Après avoir fait une vidéo, je pense l'année dernière, sur les vampires et les sorcières, j'avais envie de m'attaquer aux zombies et peut-être qu'il y en aura une aussi sur les extraterrestres pour profiter un petit peu de l'automne. Bon, c'était un peu l'ambiance Halloween, mais je ne l'ai pas fait avant. J'ai quand même consommé pas mal de contenu sur les zombies. Surtout des films, des séries, un petit peu de livres également. Pas les jeux vidéo et assez peu les jeux de société, mais on en parlera, on va en parler tout de suite. Donc déjà, pourquoi les zombies? Parce qu'ils sont moches, ils puent, les zombies. Selon le Robert, on a deux types de zombies. Le revenant dans les croyances vaudou et le cadavre animé qui se nourrit de la chair des vivants dans les récits fantastiques et de science-fiction. On a donc, là je suis passée sur Wikipédia, on a donc soit une personne morte qui a été réanimée par un sorcier qui le contrôle, un nécromancien, ça serait la définition la plus ancienne et appartenant à la culture haïtienne, donc par extension à la culture plutôt de l'Afrique de l'Ouest. La seconde définition, donc le cadavre animé qui se nourrit de la chair des vivants, c'est une définition qui serait plus récente et de culture occidentale, donc l'Europe, Amérique latine, avec des personnes qui ont été contaminées par une maladie ou un élément chimique. La définition occidentale des zombies correspond à des morts qui pourrissent sur place et se nourrissent de la chair des vivants, ce qui est moins le cas pour le zombie haïtien. Cette représentation-là, occidentale, viendrait également de la représentation médiévale de la mort. Représentation parfois de revenants sous forme de squelettes habillés d'une cape noire, donc un petit peu la Camarde, la mort avec la faux, etc. Mais aussi le Pékin qui n'est pas la mort personnifiée. On peut penser aussi aux représentations des danses macabres lors de l'épidémie de peste du XIVe siècle, avec l'idée aussi en dessous, l'idée un peu morale, de convaincre les vivants à un certain ascétisme, à renoncer en fait aux biens terrestres pour une espèce d'élévation spirituelle. Le zombie dans la culture populaire et la fiction n'est plus sur un cadavre levé par un nécromancien ou une des hordes de cadavres levés par des nécromanciens. J'ai fait un petit tour rapide de ce que j'ai pu lire ou voir et ce dont je me souviens quand même plutôt bien. Et je vais commencer du coup par les films, ensuite les séries télé, ensuite les livres et ensuite des zombies mais pas trop. Pour trois types de zombies en fait qui sont un petit peu plus border par rapport à la définition de cadavre réanimé qui se nourrit de la chair des vivants. On a une première série de films. Rec, je vous dirai au fur et à mesure si c'est des choses, si ce sont des films ou des séries télé qui vont être très graphiques dans la description, un petit peu de boyaux, de tripes, etc. Et je vous dirai si des fois c'est un petit peu plus soft ou si ça va être ou s'il va y avoir un peu plus de réflexion derrière. Mais je vous ai juste en fait fait la liste de plutôt d'œuvres que j'ai appréciées. Donc, première série de films, parce que évidemment, pourquoi n'en faire qu'un? On a Rec, ce sont des films qui sont quand même plutôt anciens. C'est un film qui est sorti en 2007, mais il y a une série de 4 films. Je vous dis très rapidement le sino. On est pour l'émission télévisée Pendant que vous dormez, qui fait découvrir des métiers et activités nocturnes. La jeune journaliste Angela Vidal et son caméraman Pablo passe la nuit dans une caserne de pompiers de Barcelone. Les premières heures sont très calmes, puis un appel survient. Les habitants d'un immeuble ont entendu une voisine crier. L'équipe de nuit se rend sur les lieux, accompagnée de 2 journalistes. Dans le hall de l'immeuble, Angela et les 2 pompiers découvrent que 2 policiers sont déjà sur place et que les habitants sont terrifiés par des hurlements qu'ils ont entendus. Ils entrent dans l'appartement concerné et trouvent alors une vieille femme nommée Conchita qui attaque brutalement l'un des policiers en le mordant profondément à la gorge. Il s'enfuit de l'appartement, emportant le blessé à l'exception d'un pompier. Alors qu'ils tentent de sortir du bâtiment pour sauver le policier blessé, ils découvrent que les autorités les ont mystérieusement mis en quarantaine. Donc c'est un film qui est classé en horreur, je suis quand même plutôt d'accord, parce que on est dans un huis clos, donc on est uniquement dans ce bâtiment-là, enfin une fois que l'action se passe avec les zombies. On est
de nuit. Et on a le côté aussi caméra à la main. Donc une image qui bouge quand même pas mal. Ce qui fait ça produit un film qui est oppressant. On entend des bruits. Vous savez, dans les trucs qui font flipper là dans les films, c'est entendre qu'on entend cavaler au-dessus. On entend quelqu'un va être caché dans une pièce et va entendre quelqu'un qui se déplace dans cette pièce-là. On entend des hurlements 3 étages plus loin. On essaye de sortir de là, mais c'est mis en quarantaine. Donc il me semble qu'à un moment, ils ont essayé de s'enfuir en passant par les égouts, peut-être. Mais c'est vrai que ça donne une série de... Enfin, ce film-là, au moins, j'ai le souvenir qui m'avait quand même pas mal fait flipper. Il est quand même il est quand même efficace. Il est quand même efficace. Et il me semble bien qu'à la fin, on avait une sorte... Je sais pas si c'est dans ce film-là ou un des suivants. On avait une sorte d'explication, en fait, du patient ou du zombie zéro. Et on était sur quelque chose d'un peu plus... un peu plus spirituel en fait qu'une contamination chimique ou une épidémie, un virus, quelque chose comme ça. Donc c'est une série de films que je vous conseille. Je ne l'ai pas vu depuis un bail, ils ont quasiment 20 ans. Hein. J'ai dû les voir à leur sortie. Donc ça a certainement un petit peu évolué maintenant, mais je l'ai trouvé très efficace. Et c'était un film de Paco Plaza et Jaume Balaguerro, donc 2007. Et Rec 2 en 2009. Rec 3 Genesis, ah oui, donc c'est là où on apprenait d'où ils venaient les zombies. Rec 3 Genesis en 2012. Rec 4, c'est quelle année? C'est 2014. Je crois que là c'était avec La Mariée, peut-être bien. Donc, série de films très efficace. Ensuite, j'ai pensé évidemment à Bienvenue à Zombieland, où là on est plus sur un registre drôle parce que c'est très marrant. On est plus sur du popcorn movie si vous voulez et quelque chose d'assez assumé. Donc il y a Bienvenue à Zombieland et voilà et Retour à Zombieland. Donc Bienvenue à Zombieland c'est 2009 et Retour à Zombieland en 2019. On est sur quelque chose de fun, c'est quelque chose qui joue aussi avec avec l'image en fait du zombie au cinéma, quelque chose d'assez classique et c'est vraiment très marrant. À la suite d'une mutation du virus de la vache folle, la plupart des humains ont été transformés en zombies. Columbus, donc c'est J.C. Eisenberg, étudiant vivant à Austin, Texas, est en route pour Columbus, dans l'Ohio, pour savoir si ses parents sont toujours vivants. Il explique les règles qu'il s'est fixées pour survivre dans un monde infesté de zombies. Après avoir survécu à plusieurs attaques de zombies, dont sa première, celle de sa voisine du 406, il rencontre Tallahassee, Woody Harrelson, dont le seul but dans la vie est désormais de trouver des Twinkies. Donc Twinkies, c'est une espèce de gâteau, enfin de confiserie, que l'apocalypse a rendu très rare. Il se rend à Tallahassee en Floride. Pour éviter de trop s'attacher au cas où l'un des deux mourrait, Tallahassee impose qu'ils ne se révèlent pas leur vrai nom et qu'ils s'appellent par leur lieu de destination, en l'occurrence Columbus et Tallahassee. Et je crois bien qu'on ne connaîtra pas leur nom. Et en fait, au passage, ils vont rencontrer deux filles, donc une jeune fille qui doit avoir 18-20 ans et une adolescente qui a 13-14 ans, etc., qui sont en difficulté et qui vont plus ou moins leur tendre en fait un guet-apens pour récupérer leurs armes, leurs voitures, etc. Donc on est vraiment aussi dans le côté survie et pouiller les autres en fait pour leur piquer des choses, mais ça reste quelque chose de très marrant parce que je sais plus si c'est si c'est dans Bienvenue à Zombieland que y a un acteur très connu en fait qui joue son propre rôle mais de zombie. Ça reste un truc qui est quand même super décalé, c'est vraiment sympa. J'ai pas le souvenir que ça fasse si flippé que ça. Je suis une flippette moi, hein, parce que Rec par exemple, moi j'ai passé Rec c'est typiquement un film que je regarde avec mes mains devant les yeux et Zombieland pas forcément. Zombieland ça reste très sympa, bon peut-être pas non plus pour des personnes jeunes mais c'est vraiment très funny. Et là on est sur une transmission
de maladie qui se fait aussi par la morsure, il me semble. Et on est sur des zombies qui bouffent les gens, hein, et ils sont vraiment très bêtes, les zombies. Et ce Drake, il me semble qu'il courait, mais pareil, on sent que ça percute pas forcément trop là-haut, mais on est vraiment sur de la comédie horrifique et qui fait vraiment très bien son boulot. Bien, Retour à Zombieland était plutôt pas mal aussi, mais bon, le premier était meilleur. C'est aussi avec donc Emma Stone et Abigail Breslin. Et Abigail Breslin qui doit avoir une bonne petite vingtaine maintenant. Resident Evil, je sais que c'est sorti de... Enfin, c'est adapté d'une série de jeux vidéo que je ne connais pas, parce que je ne joue pas, mais c'est une série de jeux vidéo qui est très connue aussi. C'est une série, a priori, de 7 ou 8 films, qui met en scène les aventures d'Alice, donc Mila Jovovich, un ancien agent de sécurité de la multinationale Umbrella Corporation, qui tente de survivre dans un monde envahi par des morts-vivants et autres armes biologiques à cause d'un virus libéré par la société. Je trouve que c'est un film qui était efficace. On est sur du zombie qui court quand même. On est sur du zombie qui mute, qui devient monstrueux. C'est un peu plus dégueu là, mais c'est assez, comme pouvaient l'être, j'imagine, les jeux vidéo. J'ai le souvenir qu'on a eu quelques films qui se déroulaient, au lieu de se dérouler dans des huis clos ou dans des endroits qui vont être sombres ou un peu type industriel, labo et tout ça. Ils ont fait aussi un film qui était dans le désert, donc en pleine lumière, etc., qui était tout aussi efficace. Parce que peut-être que des fois aussi, il n'y a pas besoin forcément de montrer que il y a juste quelque chose qui bouge dans l'ombre. Après, ouais, c'est vraiment le popcorn movie, à mon avis. Et donc le virus, il a été volontairement libéré. Et en réponse, l'intelligence artificielle qui gère le complexe, donc là je parle du premier film de 2022, La Reine Rouge, déclenche une procédure de quarantaine et tue tout le personnel scientifique pour contenir la menace. Il me semble que Alice, c'est une espèce d'arme en fait. C'est une femme qui est très entraînée et qui est très efficace dans ce qu'elle fait. Donc avec Mila Jovovich. Je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus parce que ça remonte et que je m'en souviens plus très bien. C'est pas mes préférés, mais ça fait le taf. Donc Warm Bodies, c'est un film de 2013 avec Nicolas Hoult notamment. Je sais pas si ça se dit Hoult. Un mystérieux virus a détruit toute civilisation. Les rescapés vivent dans la ville de Montréal, protégés par d'épais murs en béton, gardés nuit et jour. Ils craignent ceux qui étaient leurs semblables, devenus des monstres dévoreurs de chair. R est un zombie qui, contre toute attente, semble conscient de sa condition de mort-vivant. Du reste, il ne se rappelle cependant plus son prénom, seulement qu'il commençait par la lettre R. Un jour qu'il part chasser en compagnie de ses semblables, ils attaquent à l'intérieur d'un bâtiment un groupe d'humains venus se ravitailler en vivres et médicaments. Bien qu'il ne souhaite pas leur faire de mal, R ne peut néanmoins pas réprimer la faim commune aux zombies et attaque donc Perry, un jeune homme dont il dévore le cerveau. Non seulement le meilleur morceau, mais également une manière de s'approprier ses souvenirs, ses pensées et ses idées pour se sentir à nouveau humain. Il me semble que c'est peut-être bien une adaptation d'un livre, je n'en suis pas sûre et je trouve pas. On est plus sur du young adulte, adolescent ou young adulte, je pense. R, le personnage zombie, il est évidemment mort, mais c'est des morts qui restent quand même plutôt en bon état, qui ont quand même l'air d'être morts, mais qui sont pas non plus en train de perdre des morceaux tout en marchant. On est sur... Il y a une thématique qui est intéressante, c'est l'humanisation du monstre. Le terme zombie est fréquemment utilisé pour décrire diverses créatures monstrueuses dans le domaine cinématographique, mais là, en fait, dans Warm Bodies, les cadavres sont simplement considérés comme la définition classique d'un monstre, d'un zombie. Il me semble qu'ils étaient bien morts, ces zombies-là, mais il reste quelque chose d'eux. Ils ont une espèce de mémoire, hein. Ils ont une espèce d'organisation, dans la mesure où ils restent ensemble entre zombies. Ils ont une espèce de... Ils veulent manger le cerveau des gens pour se réapproprier
quelque chose qui ne fait que leur échapper, donc une espèce de conscience, de souvenir. Et ils ont cette espèce de fin qui est irrépressible aussi. Et ça faisait le taf. Je trouvais que ça édulcorait pas mal le mythe du zombie. Mais franchement, ça fait le taf. Ça fait le taf. J'en ai pas un souvenir impérissable, mais ça remonte à pas mal aussi. Dernier film, parce qu'après, il me semble qu'on passe aux séries télé. Et il y a aussi des formats où j'ai été, par exemple, sur la série télé, mais aussi sur les livres, voire sur les comics, on en parlera. Dernier film, c'est World War Z. Et là, je vais vous parler du livre et du film. World War Z, c'est un film qui date de 2013 et qui est une adaptation du World War Z de Max Brooks. Il va se passer des choses dans plusieurs endroits différents. Parce que donc l'ancien employé de l'ONU, Jerry Lane, qui doit être joué, à mon avis, par Brad Pitt, sa femme Karine et leurs 2 filles, Rachel et Constance, sont dans la circulation dense de Philadelphie lorsque la ville est envahie par des zombies. Et là, on est sur des zombies de compétition. On est sur du coureur. Donc, ça s'étend de partout. Là, on assiste vraiment à la chute de la civilisation. Comment est-ce qu'on fait pour gérer les survivants, est-ce qui les menacent? Et on est dans une quête aussi de trouver une solution pour à la fois se protéger, se prémunir aussi de la contamination, etc. On est vraiment sur du zombie qui cavale. On est sur du zombie aussi, comme ils vont s'en rendre compte un peu plus tard, qui communiquent entre eux. Mais il n'y a plus grand chose d'humain. Il y a plus... c'est une espèce de mutation en fait. Ils sont vraiment devenus autre chose qu'humains. On est sur du zombie qui se modifie sur un plan physique. Mais j'ai pas le souvenir qu'il y ait une notion de pourrissement, etc. C'était assez impressionnant, voire même vraiment too much en termes de hordes qui cavalaient, qui se mettaient à escalader des murs, qui faisaient des dizaines de mètres. Enfin, ça faisait vraiment des marées de zombies, mais c'est du zombie qui cavale, quoi. Donc là, vous avez intérêt à tailler très vite. J'ai lu le bouquin aussi, que j'ai pas conservé. J'ai pas un souvenir impérissable du livre. Je me demande si j'ai pas préféré l'autre bouquin en fait de Max Brooks. Il me semble que j'ai lu les deux. Mais ça fait le taf. Mais c'est pas mon préféré non plus. Parce que je trouve que là où les zombies sont les mieux représentés à mes yeux, c'est dans les séries télé. On va commencer par Black Summer. C'est une série télé qui date de 2019-2021. Je pense qu'il y a eu 2 saisons. Voilà, il y a eu 2 saisons. C'est de l'horreur post-apocalyptique américaine. 6 semaines après le début de l'apocalypse zombie, Rose a perdu son mari contaminé et est séparée de sa fille. Elle s'embarque alors dans un voyage déchirant, ne s'arrêtant devant rien pour la retrouver. Poussée aux côtés d'un petit groupe de réfugiés américains, elle doit affronter un nouveau monde hostile et prendre des décisions brutales au cours de l'été le plus meurtrier d'une apocalypse zombie. Eh ben, je vais pas pouvoir en dire beaucoup plus parce que je m'en souviens plus. J'ai le souvenir vous voyez, on est proche quand même on est proche du début de l'épidémie. Donc on a le truc assez classique de l'organisation humaine avec les militaires qui essayent de sauver tout le monde. Je crois pas qu'on est dans une quête de médicaments ou de vaccins. On est plus dans une quête d'abri. J'ai le souvenir que c'était quand même plutôt bien foutu pour les personnes, les familles qui sont séparées, les familles qui ont perdu quelqu'un, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'elle était quand même plutôt bof comme série. Et elle est sur Netflix. Je pense qu'elle y était encore. J'ai pas un souvenir impérissable. Par contre, là où j'ai un souvenir impérissable, c'est Dead Set. Dead Set, c'est une série qui n'est pas assez connue à mon goût. Je vais vous dire sur quoi elle est.
parce que Dead Set, elle est sur Amazon Prime. C'est une mini-série de 5 épisodes. Donc le premier, c'est l'effondrement. Enfin, l'effondrement. C'est moi qui l'appelle comme ça. Qui dure 45 minutes. Et sinon, c'est 4 épisodes de 25 minutes. Donc on est sur quelque chose de court. C'est une série qui date de 2008. L'action se situe dans la maison de l'émission de télé-réalité Big Brother. Elle traite de l'attaque de zombies dans le Royaume-Uni, créant le chaos et coupant par la même occasion les occupants de la maison de Big Brother du monde extérieur. En gros, vous avez tous les gens qui sont enfermés pour l'émission de télé-réalité, et sauf qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte que il n'y a plus personne là, la voix, tout ça, les gens qui leur filent à bouffer, il n'y a plus personne au bout du fil, et ils sont enfermés. En fait, on les a vraiment enfermés parce que je pense que dans l'espèce de studio d'enregistrement que c'était, au pire, ils pouvaient partir. Mais là, il me semble bien qu'on a enchaîné en fait la porte pour les protéger. Et sauf que du coup, c'est vraiment l'effondrement on suit vraiment les premières minutes des zombies qui courent partout, on est sur du zombie qui est très classique, qui bouffe des gens, etc. Et avec une poignée de survivants qui ne savent pas qu'ils sont survivants, qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Et en fait, quand ils captent qu'il y a un truc qui déconne, c'est parce que justement, il n'y a plus de réponse de la production. Je crois qu'ils se rendent compte aussi que les caméras ne bougent plus. Il y a plus personne qui est derrière tout ça. Donc ils se disent, il s'est passé quelque chose. Ce qui fait qu'en fait, ils sont hyper vulnérables en sortant en sortant du studio parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et donc ils ne mesurent pas en fait à quel point ils sont en danger. Et c'est assez intéressant pour ça. Et ça joue à fond aussi sur c'est une série qui a joué beaucoup sur les gros clichés sur la télé-réalité. Du genre la blonde superficielle, la forte poitrine, des choses comme ça. Et franchement, elle fait vraiment bien le taf. Si vous avez envie de vous faire un petit week-end un peu horrifique, elle fait très bien le taf. C'est vraiment une série que j'ai appréciée. Parce qu'au bout d'un moment, ils sortent de leur studio, mais ils sortent aussi de la ville, parce que ça craint dans la ville, et puis qu'il faut qu'ils se mettent à l'abri. Et puis le truc assez classique aussi, c'est « Oh mon Dieu, est-ce que ma famille est toujours vivante ?» Donc voilà, ils sont partis à la suite de ça. Ensuite, Z Nation. Donc Z Nation, c'est une série qui est assez longue. Je sais plus si elle est encore court. Donc elle a été diffusée de 2014 à 2018, donc il devrait y avoir a priori... elle devrait être sur Netflix et il doit y avoir 5 saisons, je pense. L'intrigue se déroule dans un monde post-apocalyptique envahi par des zombies et où les rares survivants humains tentent tant bien que mal de rester en vie. L'unique espoir de l'humanité est Murphy, un ancien prisonnier. Un prototype de vaccin lui a été injecté contre sa volonté afin de contrer le virus zombie. Et il est devenu la seule personne vivante connue à avoir survécu à des morsures de morts-vivants. Il est donc impératif de le garder en vie afin de produire d'autres antidotes à partir de son sang. Aidé malgré lui de plusieurs compagnons tels que Garrett, ancien membre de la garde nationale des États-Unis, Warren, Doc, 10 000, Adi et Mac ou encore la mystérieuse Cassandra, il fait route vers un laboratoire de Californie, mais le temps presse et beaucoup de questions restent sans réponse. Sans oublier que l'antidote fait subir à Murphy une bien étrange évolution. Donc là, on est vraiment sur la première saison. Donc c'est 5 saisons de 69 épisodes. Là, on est vraiment sur à la fois quelque chose d'assez horrifique, mais quelque chose de très absurde aussi. Parce que, donc, Murphy, le héros, c'est quelqu'un qui va très clairement muter pour devenir une espèce d'hybride entre l'humain et le zombie. Donc, il va avoir un teint grisâtre, je crois qu'il a des soucis aussi au niveau de l'alimentation, il peut manger que du cru, des choses comme ça. Et Murphy, c'est un gars qui ne veut pas aider du tout les autres. Il est obligé, en fait, parce que c'est le seul à avoir survécu. Mais
il veut pas du tout, il veut qu'on lui foute la paix et il veut, c'était un prisonnier, donc il veut surtout être libre dans ce monde qui s'est effondré. On est sur des zombies qui sont quand même particulièrement débiles, ce qui est assez drôle, et on est sur des fois des communautés de survivants qui sont très perchées. Alors moi je suis pas forcément super fan parce que bah c'est de l'humour ça passe pas avec tout le monde. Et moi j'ai un humour assez particulier où je vais beaucoup me marrer avec par exemple les Robins des Bois et beaucoup moins avec autre chose. Et là des fois bah, c'était un peu trop pour moi. Donc il y a des choses qui sont très drôles. Il y a des choses qui sont intéressantes aussi parce que là je vois par exemple 10 000, c'est un gars qui devait... c'est un jeune homme qui a 19-20 ans, un truc comme ça, et qui devait être un grand fan de, si je me trompe pas, comment on dit? Quand on fait semblant de se tirer dessus dehors, là, avec la peinture. Je sais plus comment on appelle ça. C'est pas les escapes. Enfin bon, vous voyez. Et c'était un très grand fan de ce genre de jeu et il était très fort et en fait il a récupéré des armes et il se fait appeler 10 000 parce il a tué 10 000 zombies. Il me semble bien qu'on est sur du zombie qui est mort, on est sur du zombie qui est agressif, on est aussi sur du zombie qui est quand même un peu débile sur les bords. Donc c'est pas très compliqué, on va dire, de leur échapper. On est sur des gros délires sur les survivants, comment ils s'organisent, etc. C'est pour ça que j'y accrochais pas trop. Ou le zombie devenait un peu spectacle ou des choses comme ça. Mais ça fait le taf. Je pense qu'il y a juste un moment où c'est un peu parti trop en absurde et j'ai décroché, mais c'est une série qui est assez sympa parce que elle peut être drôle. Alors, pour la prochaine, je vais essayer d'être la plus succincte possible parce que j'ai beaucoup consommé cette série et ses dérivés. Je vais parler évidemment de The Walking Dead. Donc, j'ai été très fan de la série mère. J'ai vu Fear the Walking Dead. J'ai vu pas mal de séries dans cet univers-là, sauf qu'au bout d'un moment, ça m'a lassé. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, en fait, il faut s'arrêter. Mais bon, après, c'est vrai que ça marche, donc pourquoi s'arrêter? Bon, là, c'est une série qui date de 2010 et qui a été arrêtée de diffuser en 2022. Il me semble qu'il y a 11 saisons. C'est une série qui est dérivée elle-même d'une série de comics de Robert Kirkman et Tommy Moore et aussi Charlie Adlard. Donc Robert Kirkman, à mon avis, c'est celui qui est au scénario et Tommy Moore et Charlie Adlard, il me semble qu'ils sont au dessin. J'ai lu tous les comics parce qu'il y a un copain qui les a. Il y a The Walking Dead World Beyond, je l'ai regardé également. Il y a Tales of the Walking Dead, j'ai pas vu celle sur Daryl, j'ai pas vu Dead City, j'ai pas vu The Ones Who Live, mais on va commencer déjà par The Walking Dead tout court. Donc The Walking Dead, la première saison va suivre beaucoup le comics. Après, ça va commencer à se dériver, mais je préfère la série télé aux comics. On est sur, comme un peu 28 jours plus tard, on est sur un flic en fait qui a été, avant l'épidémie, donc qui a été blessé dans le cadre de ses fonctions et qui a été plongé dans le coma plusieurs semaines. Et sauf que quand il se réveille, il est accroché à une perf qui est vide. Il a toujours un pansement, il est en chemise d'hôpital, il y a un bouquet de fleurs fané à côté de lui, et quand il sort de sa chambre qui était bloquée par un lit, il se rend compte qu'il y a un truc qui cloche, parce que l'hôpital est dans un état pas possible, avec des néons qui sont pétés, il y a des traces de tir sur des murs. Une fois qu'il sort un petit peu de ce couloir, il se rend compte qu'il y a des cadavres qui ont été qui ont été dévorés. Et il se rend compte aussi que... Enfin, il tombe sur une salle qui est fermée par des chaînes et où il y a des mains qui essayent en fait d'ouvrir, des mains qui n'ont pas l'air d'être dans un très bon état avec des grognements et tout ça. Et c'est écrit dessus Don't open, dead inside. Donc ne pas ouvrir, il y a des morts à l'intérieur.
Donc il sort de... C'est un tout petit hôpital de campagne. Il sort de là, il y a des tas de cadavres qui sont juste sous des, sous des draps. Le mec, il sait pas ce qui se passe en fait. Il trouve un... Il trouve un... Il me semble un hélico qui a dû se cracher ou peut-être qu'il est juste posé, mais c'est à l'abandon. Ce qui fait qu'il va... lui, ce qu'il veut, c'est retrouver sa famille, donc sa femme et son fils, et comprendre un peu ce qui s'est passé. Parce que là, en fait, clairement, il capte pas, et je pense qu'il est aussi un peu déshydraté sur les bords, etc. Il va rencontrer dans son périple Morgan, qui est un homme qui vit seul dans une maison qui n'est pas à lui avec son fils. Et tous les soirs, il se barricade parce que bah, il y a des zombies. Et parmi ces zombies, il y a la maman de ce gamin. Et Morgan, en fait, lui, il veut pas accompagner Rick. Il veut rester avec son fils. Et ce qu'il aimerait, ça serait être capable d'abattre sa femme, qui n'est plus sa femme. On est dans ces zombies-là, en fait, ça va se transmettre par morsure, peut-être par griffure. Je pense que si on se fait une prise de sang de zombie à humain, c'est mort. On se transforme. Et ça va déclencher en fait une maladie, une sacrée fièvre chez l'humain qui va mourir de ça et qui va se réanimer. Et le truc qui est un peu flippant, c'est qu'en fait, ils vont rencontrer aussi au cours de leur périple, parce qu'évidemment Rick va retrouver sa famille et un autre groupe de survivants avec lequel sa femme et son fils survivaient. Rick va se rendre compte, bon je vous spoil parce que c'est une série qui est quand même un peu ancienne, que n'importe qui meurt se réveille et se transforme en zombie. Ce qui veut dire que bah, ils sont quand même sacrément dans la merde. La force des zombies dans The Walking Dead, c'est qu'ils sont très nombreux et qu'ils ont un peu qu'un seul cerveau parce qu'ils sont pas très futes. Ça va faire des espèces d'énormes vagues de zombies qui vont suivre celui qui est en tête qui a repéré un lapin. Donc tout le monde va changer de direction parce que la tête en fait a changé de direction. Et en ça, c'est hyper dangereux. Après, c'est des zombies qui marchent, qui ne courent pas. C'est des zombies qui, pour certains, pourraient être capables d'ouvrir une porte, mais pas beaucoup plus. C'est des zombies qui sont pas forcément... Enfin, ils sont plus en capacité d'utiliser des outils. Ils réfléchissent pas. En fait, ils vont réfléchir à des stimuli extérieurs, comme parce qu'ils vont voir quelque chose, ils vont entendre quelque chose, ils vont éventuellement sentir quelque chose. Si quelqu'un s'est blessé, par exemple, s'il y a une odeur de sang, ça va les attirer. Donc on est sur quelque chose de... Ils sont pas organisés. Ils sont un peu en banc de poissons, si vous voulez, mais il y a personne qui réfléchit là-dedans. Et en ça, en fait, ils peuvent ne pas être trop dangereux. Si les humains, en fait, sont suffisamment attentifs et font attention à ce qu'ils font. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette série et cette série de séries, j'ai envie de dire, c'est que c'est comment les gens s'organisent en fait dans une société qui s'est effondrée et qui s'est effondrée à un niveau mondial. Sauf que je trouve qu'à un moment, c'est devenu un peu n'importe quoi au niveau de comment les gens survivent. Parce que on passe assez rapidement sur du cannibalisme. Donc certes, les zombies en fait, ils sont quasiment pour certains des fois réduits à l'état de squelette et ils continuent en fait à marcher. Ce qui fait que faut quasiment dégommer tous les zombies qu'on croise. Parce que plus il y en a, enfin plus on en dégomme et moins il y en a évidemment. On est sur des choses qui vont être assez berques évidemment. On est sur des choses aussi où si t'as ton pote qui s'est fait mordre, faut le buter. Faut le buter avant qu'il te bouffe en fait. Et il y avait quelque chose d'assez contemplatif, une série qui prend son temps, mais je trouve que ça allait de plus en plus dans quelque chose de too much. Parce que c'est toujours plus sanglant, toujours plus tordu, etc. Et ça fait un peu peur en fait sur comment l'humanité pourrait survivre à une grosse catastrophe qui est
qui met un peu tout le monde en danger. Parce que là, clairement, l'humanité n'est plus du tout au sommet de la chaîne alimentaire. Et c'est à l'échelle internationale. C'est vraiment partout, partout, partout. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et là-dedans, si vous voulez, j'ai vu Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead, si vous vous souvenez de Morgan. Morgan, il va faire partie pendant quelques saisons de The Walking Dead avant de prendre la tangente parce que il est dans une autre philosophie de vie. Et on va... Ah oui, Fear the Walking Dead, ça commence aussi d'ailleurs à Los Angeles, une grosse ville, contrairement à Atlanta. Et donc dans The Walking Dead, la série mère, on voyait pas les débuts de l'effondrement, mais dans Fear the Walking Dead, on voit le début. Et on suit notamment une femme, son mari, sa fille à elle, son fils à lui. Si je me trompe pas, ils sont que 4 au début. Et lui, il doit être psychologue et elle, conseillère d'orientation, un truc comme ça. Ils bossent tous les deux dans le même collège ou lycée. Les 2 enfants sont étudiants. Non, il y a 3 enfants. La femme, elle a 2 enfants, 2 adolescents, et le mari, il a un adolescent. Et là, on est très rapidement sur des gens qui prennent des décisions énormes, en fait, pour survivre, parce que bah, c'est ma voiture, elle vient de canner, donc faut que j'en pique une, quoi. Mais je peux en prendre une alors qu'elle appartient à quelqu'un. Et c'est un peu... C'est des gens qui vont comprendre plus rapidement que Rick, par exemple, qu'il faut en fait prendre des décisions très difficiles pour survivre. Dans World Beyond, donc Fear the Walking Dead, c'est une série qui a dû durer 7 ou 8 épisodes, un truc comme ça. The Walking Dead World Beyond, il me semble que c'est une série qui faisait 1 ou 2 saisons, qui était par certains aspects plutôt pas trop mal, et par d'autres j'ai trouvé ça extrêmement chiant. Ce qui n'était pas trop mal, c'était que on est sur la première génération d'enfants qui ont grandi pendant l'apocalypse zombie. Et eux, ils vivent en fait dans un campus universitaire. Donc ils sont un lieu qui est clos, ce qui est évidemment infiniment précieux dans cet univers-là. Il y avait de bonnes idées, mais j'ai trouvé ça par endroits atrocement chiant. Il y avait des personnages qui étaient très très touchants, d'autres qui étaient atrocement chiants. Il existe aussi Tales of the Walking Dead. Il y a The Walking Dead sur Daryl Dixon. Il va y avoir aussi après avec Carol. Il y a aussi The Walking Dead Dead City. Donc là, on suit... j'essaie de retrouver les noms. On suit Maggie et Negan. Et la dernière série dérivée, c'est The Walking Dead, The Ones Who Live. Donc tout ça, c'est des séries que je n'ai pas vues. Et là, on est sur Rick, sur sa fille, son autre fils et sur Michonne. Mais bon, je pense en fait que c'est carrément un univers qui s'essouffle parce que ça s'étend trop et parce qu'au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Les comics, pour moi, j'ai trouvé ça sympa aussi. Ça va aussi beaucoup dans le too much, sur le plan psychologique, survie, etc. Et moi, le format comics, le truc où j'avais un peu de mal, en fait, c'est que comme c'est en noir et blanc, je reconnais pas forcément les personnages, donc c'est pas facile. Et j'avais commencé aussi à lire, il y a une série de romans, 6 ou 7 romans. J'ai lu le premier qui se passe dans une ville qui est antagoniste en fait du groupe de Rick et avec un gars qui est complètement fracassé de la tête, le gouverneur, et qui est vraiment pas mal aussi. Et on est sur des gens qui sont dans des conditions de survie où ils ont des murs mais ils ont à peine de quoi bouffer et ils restent là faute de mieux parce que dehors c'est pire mais à l'intérieur c'est pas beaucoup mieux non plus. C'est ma foi testé si ça vous dit. Si vous n'avez pas envie de vous lancer dans 15 000 séries, 15 000 saisons, je vous conseillerais de regarder juste la série mère The Walking Dead jusqu'à ce qu'ils arrivent à Alexandria. Parce qu'ils arrivent dans une ville close.
où il y a de l'eau chaude, il y a des murs, il y a des portes, il y a des jardins. Et vous voyez sur le visage de Rick que j'ai trouvé, en gros. Donc c'est intéressant, mais bon, à mon goût, à mes yeux, fallait couper avant. On passe à une autre série télé qui s'appelle In the Flesh et qui là était assez intéressante. Même si je n'ai pas le souvenir d'avoir tout vu, on est peut-être plus sur un public young adulte, adolescent young adulte ici. Parce que là, on est dans le village fictif de Roehampton dans le Lancashire. Ça dépeint la vie après une période nommée la Résurrection. Pendant la résurrection, Kieran Walker, un adolescent décédé, et des milliers d'autres individus morts en 2009 ont été réanimés sous forme de zombies. Tous ces réanimés ont été chassés pendant la guerre pâle par des milices armées. Les non-morts ayant survécu aux milices ont été finalement traités médicalement par le gouvernement et réhabilités dans le but de les réintroduire dans la société. Leur ont été fournis lentilles de contact et cosmétiques afin de les aider à cacher leur état de mort partielle, disgracieux aux yeux des vivants et souvent même aux leurs. Ils doivent également subir une injection médicamenteuse quotidienne, faute de quoi ils peuvent retourner à leur état non traité, c'est-à-dire à la figure habituelle du zombie. La dénomination officielle est survivant du syndrome de la mort partielle, et de façon péjorative, la population les surnomme les putréfiés. Beaucoup d'entre eux souffrent des souvenirs des atrocités qu'ils ont commises lorsqu'ils étaient encore enragés, donc non traités. Dans le village extrémiste de Roehampton, les SSMP, donc les survivants du syndrome de mort partielle, doivent faire face aux préjugés des villageois lors de leur retour. Parce qu'en fait, ils reviennent dans les lieux où ils ont vécu, où ils se sont transformés et où ils ont dévoré leurs voisins. Donc évidemment, les voisins sont pas très chauds. Et pour ça, je trouvais que c'était assez intéressant. Et c'est une série qui fait 2 saisons de 9 épisodes en tout, visiblement. Je sais pas si c'est 2 saisons x 9 ou 2 saisons... Ouais, c'est vraiment très court. La première saison fait 3 épisodes et la deuxième fait 6. J'en ai pas un souvenir impérissable. Je trouve qu'il y avait un début d'histoire, en fait, un pitch qui est de base qui est très intéressante. Et on voyait plein de réminiscences, en fait, de leur période enragée. Et ça parlait... bon, c'est une manière aussi de parler un peu de discrimination, évidemment. Et c'est... Ouais, elle fait le job aussi. Autre série... Et ben là, tant pis, je vais vous le dire. Parce qu'en fait, on ne sait pas au début. Série française. Les Revenants. C'est une série télé en 16 épisodes de 52 minutes qui doit être sur Canal. Là, on n'est pas sur les zombies dégueux. Mais on est bien sur des zombies. C'est 2 saisons de 8 épisodes. Et il y a un côté très nostalgique ici. La série se passe dans une petite ville française de montagne, dominée par un lac artificiel retenu par un immense barrage. Plusieurs personnes mortes depuis des années, donc certains sont morts depuis 50 ans par exemple, reviennent à la vie au même moment. Camille, une jeune adolescente qui a succombé dans un accident de car en 2008. Simon, un jeune homme qui s'est suicidé en 2002. Victor, un petit garçon qui a été assassiné par des cambrioleurs en 1977. Ou Serge, un tueur en série assassiné par son frère en 2005. Ils tentent de reprendre le cours de leur vie. En fait, ils reviennent dans les lieux où ils ont vécu, mais pour eux, rien... Il ne s'est pas passé un laps de temps énorme, et ce qui fait que les gens retrouvent leur mort chez eux. Donc, ils hurlent évidemment. Et donc, ils tentent de reprendre le cours de leur vie alors que d'étranges phénomènes apparaissent. Coupure d'électricité, baisse du niveau d'eau du barrage, escarre sur le corps des vivants et des morts. On est sur une série qui va quand même pas mal vous brasser. Parce que là, on est sur des gens qui... On est sur des gens qui sont décédés, qui reviennent. Le petit Victor, là, qui est mort en 77, vous croyez bien que 40 ans plus tard, ben, il retourne chez lui, mais c'est plus la même personne qui vit chez lui. Et c'est
c'est pas une vague énorme de revenants, on est plus sur des revenants, enfin il y en a une poignée quoi si vous voulez, et au fur et à mesure de la série, on va se rendre compte qu'il y a des trucs qui déconnent, au-delà de ça, au-delà du retour de ces morts, parce que les vivants vont évidemment se rendre compte assez rapidement que les morts les plus récents, c'est des morts. Victor est peut-être pas capable de dire je me souviens plus exactement, mais Victor n'est peut-être pas capable de dire ce qui lui est arrivé. Mais s'il dit son nom et qu'on le cherche dans une base de données, on va trouver que c'est un gamin qui est mort en 77, quoi, si vous voulez. Et franchement, c'était une série qui était très prometteuse sur la saison 1. De mémoire, sur la saison 2, ça retombe un peu. Mais qui était quand même pas mal inquiétante. Et là, on n'est pas sur du mort on est plus sur du mort bizarre que sur du zombie qui court, qui hurle, qui vomit du sang et qui va vous bouffer, voilà, qui va vous essayer de vous dévorer. On va passer au livre. Je fais très rapidement sur le guide de survie en territoire zombie de Max Brooks. C'est un mode d'emploi, en gros. Ce qui fait que c'est assez décalé, donc c'était assez marrant, mais j'en ai pas un souvenir impérissable. Et World War Z, de mémoire, il était peut-être un peu plus flippant et plus efficace que le film, dont j'ai déjà parlé. The Walking Dead, le livre et les comics, j'en ai déjà parlé, je vais pas plus loin. Frankenstein, parce que oui. On est sur un assemblage de morceaux de mort qui a été réanimé par un scientifique. Mais on est sur une figure de monstre, une figure du mort. Donc c'est Frankenstein de Mary Shelley, ou le Prométhée moderne. On est sur une figure de monstre, une figure de mort. On est aussi sur une figure du bizarre, sur un questionnement autour de l'humanité, sur un questionnement de les expériences médicales, expériences scientifiques, oui, mais jusqu'à où? L'éthique, c'est quoi là-dedans? Qu'est-ce que c'est un monstre? Qu'est-ce que c'est un humain? C'est assez intéressant. Bon, moi je l'ai lu il y a un bail, donc je me souviens plus exactement. Et j'avais envie de vous parler enfin de 3 autres types de créatures qui peuvent être des zombies, mais pas tout à fait. 28 jours plus tard, c'est un film d'horreur et de science-fiction post-apocalyptique britannique réalisé par Danny Boyle. Donc c'est un film qui a 23 ans, 2002. Donc il y a 28 jours plus tard, donc c'est 28 jours après une épidémie et la chute de l'Angleterre. 28 semaines plus tard, c'est 28 semaines après, et il y a 28 ans aussi. Je pensais qu'il y aurait eu 28 mois, mais il n'y a pas eu. Donc, ça démarre un petit peu comme The Walking Dead, où on a un gars qui se réveille en fait dans un hôpital, il est sous perf et tout ça. Il a dû avoir un trauma crânien ou quelque chose parce qu'il a en fait il est une partie du crâne qui est rasée et il a une sacrée cicatrice. Donc il se réveille à poil là-dedans. L'hôpital a l'air d'être déserté. Il y a personne. Il n'y a pas de mort. Il y a vraiment personne. Il y a rien qui fonctionne. Les téléphones, l'électricité, que dalle. Je crois que l'électricité marchait plus. Je me souviens plus exactement. Donc le gars il se réveille, il sait pas où il est, un peu comme dans The Walking Dead. Je sais pas qui c'est qui s'est inspiré de qui, mais bon, on s'en fiche. Et c'était ma foi très efficace, je trouve, cette série de films. Pour le moment, il y a 3 films, mais je viens de lire en fait que l'année prochaine, il y a 28 ans plus tard, Le Temple des Morts qui sort. Et ce sera le 2e film de 28 ans plus tard. Donc 28 ans plus tard, ce sera une trilogie. On est sur on n'est pas sur du mort-vivant, parce qu'ils ne sont pas morts. Parce que, en fait, si vous tirez une balle dans le cœur d'une de ces créatures, elle meurt. On est sur des gens, en fait, qui sont contaminés par une certaine maladie qui se transmet ultra rapidement. La transformation, elle dure quelques secondes, et c'est une espèce de créature qui est enragée et extrêmement agressive.
Ce qui fait que l'épidémie se propage extrêmement rapidement. Le pitch, c'était 3 défenseurs des animaux se rendent dans un laboratoire afin d'en délivrer des singes soumis à d'étranges expériences sur la violence. Malgré les mises en garde d'un scientifique sur la virulence du virus de la fureur qu'on leur a injecté, ils libèrent l'un des singes qui, fou furieux, mord l'un d'entre eux. L'animal est alors aussitôt tué, mais sa victime devient à son tour enragée, contamine un de ses collègues et se jette sur le scientifique. On va suivre du coup Jim qui sort de l'hôpital, qui va difficilement comprendre ce qui s'est passé. Il va rencontrer 2 personnes qui vont lui dire. Et c'est des gens en fait qui errent un peu de maison en maison en essayant de ne pas faire trop de bruit. Et ils essayent de rentrer dans des endroits et de se mettre à l'abri la nuit pour pouvoir se reposer. On est sur des créatures qui ne sont pas mortes, comme je vous l'ai dit, mais ça se propage très rapidement et ça cavale. Et c'est du sportif, hein, je peux vous assurer. Moi, je suis morte. Hein. Dans ces cas-là, je suis cannée très rapidement. Le truc qui est intéressant, du coup, c'est que il y a 28 jours qui va suivre Jim. 28 semaines va suivre un autre groupe de survivants. 28 semaines plus tard, on est toujours au Royaume-Uni, parce que tout se passe au Royaume-Uni, parce que ce qu'on va comprendre en fait dans 28 ans, c'est que sur le continent, ils ont réussi à se débarrasser de l'épidémie et que du coup, l'Angleterre, elle est l'Angleterre est sous quarantaine. Ce qui fait que personne ne va les aider et qu'ils ne doivent pas sortir de l'Angleterre parce que sinon, ils se font buter la tronche par les bateaux militaires qui surveillent. Et donc 28 semaines, on est sur un groupe composé de Don, sa femme Alice, Karen et Jacob, qui sont barricadés dans une maison de campagne appartenant à un couple de personnes âgées, Sally et Geoff, afin d'échapper à une infection incurable et virulente qui transforme en quelques secondes les personnes contaminées en tueurs fous furieux. Mais du coup, il y a un petit gamin qui rentre un peu tout affolé. Ce qui fait que ce petit gamin, il a attiré sur eux une créature qui commence à attaquer en fait, et bah de fil en aiguille, ça fait que l'homme, Don, abandonne sa femme parce que de toute manière, c'est foutu. Et sa femme ne voulait pas abandonner le gamin qui était rentré. Et lui, il abandonne sa femme qui se retrouve enfermée à l'étage dans une chambre dans laquelle vont rentrer des créatures. Lui, Don, il s'échappe par les toits et en fait il se met à se payer le sprint de sa vie et sa femme le regarde partir en se disant putain mais elle comprend pas quoi. Et le truc qui est intéressant, c'est que là, dans 28 semaines plus tard, on est sur quelques semaines plus tard, on va se retrouver avec une épidémie qui va être contenue par endroits et des zones qui vont être propres, blanches, je sais pas comment on dit. Et sauf qu'on va retrouver la femme de Don. 28 ans plus tard. Non, 28 ans plus tard, c'est autre chose. Je dis pas plus, on retrouve la femme de Don du coup. 28 ans plus tard, on est sur un autre groupe de survivants qui est dans une petite île qui est toute seule, qui est barricadée aussi. On est sur des gens qui sont quand même plus ou moins en sécurité. Et le truc que j'ai trouvé très touchant dans ce film-là, c'est qu'en fait, ils sont en sécurité parce qu'ils ont des maisons, ils ont des jardins, ils vont pêcher, etc. Les contaminés, ils vont pas dans l'eau, ils nagent pas, ils savent pas faire, parce qu'il y a des... Ils peuvent courir, ils peuvent grimper, etc. Mais nager, ils savent pas faire. Donc, ils sont, en quelque sorte, ils sont en sécurité sur leur île, qui est... Il y a juste une digue qui les mène, pas au continent, mais à l'Angleterre. Et ils sont en sécurité. Sauf que, bah, des fois, il y a besoin d'avoir du matériel, du bois, des choses comme ça. Donc, de temps en temps, il faut qu'ils aillent sur l'île. C'est les hommes qui y vont, enfin, c'est les adultes qui y vont. Et ils n'ont pas de médicaments. Et le truc qui va être très touchant, c'est qu'on va suivre, donc, il y a un papa qui vit avec sa femme. Au début, on a l'impression que sa femme, si vous voulez, qu'elle souffre d'une maladie mentale.
Sauf que, bah, pas de médoc. Et sauf que c'est plus compliqué que ça. En fait, sa femme est bien malade. Il y a des douleurs, etc. Il y a des changements d'humeur. Elle peut être agressive. Elle fait ce qu'elle peut pour être maman, mais elle est complètement débordée par tous ces symptômes. C'est ça qui en fait un film qui est très touchant. Et ce qui fait que le fils va se mettre en... Le fils, il a 15 ans, un truc comme ça. Il se met dans l'idée d'aller en Angleterre pour essayer de trouver des médicaments pour aider sa maman. Et ça part en quête comme ça. Il va partir avec elle. Sauf que elle est pas physiquement en capacité d'enchaîner un voyage où il faut qu'elle marche, etc. C'est pas facile. Et c'est un très... Moi, c'est un film que j'ai vraiment kiffé. C'est juste la fin que j'ai trouvée très particulière. Je vous en dirai pas plus. Je vous en dirai plus peut-être en 2026 quand la suite va sortir. Mais on n'est pas tout à fait sur du zombie, mais on est sur quelque chose qui évolue. Parce que dans 28 jours et 28 semaines plus tard, on est sur des très proches en fait du début de l'épidémie, mais 28 ans, ça a évolué et on se rend compte qu'il y a une certaine organisation sociale chez les enragés. Il y a notamment je sais plus comment ils les appellent, je crois qu'ils les appellent des alphas, qui sont des très grands costauds et qui sont, mais vraiment très grands et très costauds. Hein. C'est pas du marathonien, c'est du très costaud. Ils vous arrachent la tête facilement. Et ils sont plus ou moins les chefs en fait de ces groupes. Et il y a d'autres types aussi il y a des rampants aussi qui sont bien dégueux. Donc il commence à y avoir une espèce d'organisation dans ces sociétés de contaminés. Autre chose rapido. Je suis une légende, le livre et le film. C'est un film qui date d'il y a pas mal longtemps. On est un peu sur presque un huis clos avec un médecin qui s'appelle Melville qui vit tout seul avec son chien dans une très grande ville, peut-être New York, où en fait le jour il peut se déplacer, aller chasser, etc. Mais la nuit il s'enferme parce qu'il y a des monstres. On est sur des monstres qui ne sortent pas quand il fait jour. Ils ne sortent pas à la lumière. La lumière les fait souffrir. Il y a un peu du zombie là-dedans. Il y a peut-être un peu de vampire aussi, on sait pas trop. On est sur des créatures qui ont aussi une espèce d'organisation et qui sont agressives, qui courent. Mais ils ont une espèce d'organisation entre eux. Par exemple, à un moment, il y a le médecin. Melville, c'est un médecin qui essaye de trouver en fait. Il pense être le seul qui reste, d'où le Je suis une légende. Et il essaye en fait de trouver. D'étudier ces créatures parce que c'était des humains et de trouver un remède à leur état. Et à un moment dans le film, je me souviens plus pour le livre, il va récupérer une femelle, qu'il va étudier. Donc il l'attache, il lui fait des piqûres, etc. Il lui injecte des choses et en fait son mâle, hein, donc l'homme malade, va tout faire pour essayer de la retrouver. Et je crois qu'on est sur des créatures qui se reproduisent contrairement aux autres. Et dans 28 mois plus tard aussi, il commence à y avoir de la reproduction. Également, dans 28 ans plus tard, 28 ans plus tard, pardon. 28 ans. Dernier zombie ou presque, on va vous parler des zombignons, ou des zampignons de The Last of Us. The Last of Us, c'est une série de jeux vidéo dont je vais pas trop vous parler parce que je joue pas. Et c'est aussi une série télévision qui compte pour le moment deux saisons, pardon. On est sur un monde qui s'est effondré il y a quelques années, où il y a des zombies, mais c'est des zombies qui sont contaminés par des champignons. Et c'est un champignon qui va parasiter, un peu comme le cordyceps en fait, qui parasite des insectes et des insectes qui sont totalement soumis à la volonté du cordyceps, donc pour se déplacer, se mettre au bon endroit pour que le cordyceps puisse
balancer ses spores et puis faire d'autres zombies, zombies fourmis. Mais là, on est sur du zombie humain. Et on est sur des zombies qui courent. On est sur des zombies qui ont une espèce de conscience collective. Ce qui fait que là où le zombie de Walking Dead, par exemple, allait réagir à un stimuli, c'était celui qui était en tête, en fait, qui tourne. Ce qui fait que tous les autres tournent. Dans The Last of Us, c'est vraiment tous ceux qui repèrent le mec qui est à 300 mètres avec son sac à dos en train de cavaler. Et là, c'est toute la horde, en fait, qui voit collectivement ce randonneur et qui va se le choper. On a plein de zombies différents. On a ceux qui vivent dans le noir qui s'appellent les clickers. Parce que, un peu comme certains aveugles, en fait, cliquent pour se faire une construction mentale, en fait, de leurs environs. Les clickers, en fait, ils cliquent aussi pour communiquer entre eux et pour, je pense, en fait, ils ont plus Dieu parce qu'il y a des malformations, des déformations, et en fait, ils cliquent pour se repérer. Il y a des clickers, il y a des... Alors après, c'est les clins d'œil du jeu, il y a des très très gros, un peu les gros boss de jeux vidéo là qui sont tout dégueux. Et c'est... Là où eux, ils sont très dangereux en fait, c'est qu'il y a cette espèce d'intelligence collective et... Ils sont très agressifs aussi, mais ils ont des espèces d'extensions de champignons aussi, qui fait que si vous marchez dessus, tous les zombies du coin vont savoir que vous êtes dans le coin. Donc c'est... Et on est sur des sociétés humaines aussi qui se sont reconstruites, qui essayent de survivre comme ils peuvent, et avec une très belle relation de fan family entre le héros Joël et la gamine, je sais plus comment elle s'appelle. Gamine qui, a priori, en fait, elle est née alors que sa mère venait d'être mordue. Et ce qui fait qu'en fait, elle peut pas être contaminée. Donc, elle est peut-être l'espoir de l'humanité pour trouver un remède ou un vaccin. Et ben voilà. Je vous en dis pas plus. C'est une très belle série, très chialante. C'est une série qui prend son temps aussi. La BO est magnifique. La BO est magnifique. Et bref, moi, le zombie, c'est une figure qui m'intéresse parce que on est sur le rapport à la mort, on est sur le rapport au souvenir, comment on vit le deuil, sur comment des sociétés s'effondrent et se reconstruisent derrière. Je trouve que c'est intéressant en fait, comme à la fois de manière individuelle sur le rapport à la mort et de manière très collective sur du post-apo survivaliste si vous voulez. Et ça m'a toujours intéressée, moi, pas forcément pour le truc bien gore et compagnie, qui m'intéresse pas trop, mais plus sur les interactions humaines et sur des projections sur des groupes de survivants, comment ça tient la route ou comment ça part complètement en vrille. Je trouve que c'est intéressant. J'aime bien. Je vais m'arrêter là parce que c'est bien trop long, que je commence à fatiguer. Et n'hésitez pas à me dire si c'est des créatures qui vous intéressent aussi. J'ai eu l'idée, donc je ferai potentiellement peut-être plutôt en décembre-janvier une vidéo, pourquoi pas sur les extraterrestres aussi. Où on va rester sur des créatures qui font peur. Et puis voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très bon mercredi. À samedi pour la suite, donc pour le 3e sur 4 vlog lecture sur le recueil de nouvelles Le Horla de Guy de Maupassant. Dimanche, on va être sur l'avant-dernier vlog lecture des Mutinés de l'Elseneur de Jack London. Et mercredi prochain, je sais plus, je crois que je sors une vidéo sur des romances de Noël, possible, à moins que je la décale, parce qu'il faut que je lise autre chose. Très bon mercredi à vous, à tout bientôt, lisez tout plein et rêvez tout grand. Et si vous avez des bonnes recommandations sur les zombies, ça m'intéresse, n'hésitez pas. Salut!